Bonjour à tous. J'explique de nouveau les règles du jeu pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et avant-hier. Donc nous sommes au troisième jour d'un cycle de conférences dans le cadre de la chaire des Beaux-Arts de Paris qui s'appelle Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui donc notre troisième invité, Pascal Lyonnet, directeur artistique du Vent des Forêts, Centre d'art contemporain dans la Meuse, dont il va nous parler plus longuement tout à l'heure. D'ailleurs, Pascal, tu as le bonjour de David Moinard, qui est venu hier. Il m'a dit, tu diras bien, voilà, tu transmettras mes amitiés à Pascal. Donc voilà, c'est fait. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier, juste quelques mots sur la chaire. Pour ceux qui étaient là, je suis désolée, je vais me répéter une troisième fois. Mais donc c'est une chaire qui a été créée aux Beaux-Arts de Paris en septembre 2020, qui comprend un séminaire destiné aux étudiants de 5e année, un cycle de conférences, des workshops avec des artistes contemporains et aussi un prix d'art contemporain à destination des étudiants des Beaux-Arts de Paris. Et l'objet de cette chaire, c'est de réinvestir autrement l'art qui s'aventure hors les murs, jusque dans la nature, disons. Je sais plus trop comment l'appeler, la nature, le milieu naturel, dehors, voilà, tous ces termes avec lesquels on jongle aujourd'hui. Avec un accent particulier, disons, qui est la question des relations de ces œuvres avec le monde vivant dans lequel ces œuvres s'installent. Si vous voulez, cette chaire essaye justement de partir d'une approche très formelle des lieux dans lesquels les œuvres en extérieur s'inscrivent, qui a été, comment dirais-je, portée pendant tout un premier temps de cette tradition du land art. Donc voilà, dans les années fin des années 60, début des années 70 en général, où les artistes avaient souvent une conception, comment dirais-je, des lieux comme des sites principalement caractérisés par, comment dirais-je, les lignes et le type d'espace dans lequel, comment dirais-je, dans lequel ils intervenaient. Donc, ils faisaient attention à la perspective, ils faisaient attention aux échelles, ils faisaient attention aux verticales et aux horizontales qui pouvaient structurer un lieu. Il y avait beaucoup comment dirais-je, d'attention aussi par rapport aux éléments météorologiques, par rapport aux éléments topographiques. Mais très souvent, la question de qui habitait là, c'est-à-dire tous ces vivants, toute cette myriade d'êtres vivants qui peuplent la Terre avec nous, souvent était, on va dire, une question secondaire, assez peu abordée, si bien qu'on avait souvent l'impression que ces lieux étaient dépeuplés, ce qui n'était jamais le cas, évidemment. Et donc, cette chaire entend voilà, poser la question. Qu'est-ce que créer dehors? Que devient créer dehors? Quand créer dehors, c'est aussi créer chez les autres et chez les autres qu'humains. Et donc, c'est autour de cette question que s'articule ce séminaire et aussi ce cycle de conférences. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Pascal Lyonnet, qui dirige l'association Vent des Forêts, centre d'art contemporain d'intérêt national dédié à la recherche, la production, l'exposition et la médiation artistique en territoire agricole et forestier. Il est philosophe de formation et il a été de 2001 à 2008 directeur adjoint du Centre national de l'édition et de l'art imprimé. Et si je ne me trompe pas, c'est à partir de 2008 que Pascal Lyonnet devient directeur artistique du Vent des Forêts. Voilà, donc je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Précision logistique, vous pouvez poser des questions à Pascal Lyonnet sur le chat. N'hésitez pas à les poser dès qu'elles vous traverse l'esprit, c'est-à-dire même si Pascal Lyonnet est toujours en train de parler, comme ça, moi, ça me permet de faire une transition relativement fluide entre la fin de la conférence de Pascal et le début des questions. Voilà, comme ça, les questions s'accumulent. Normalement, le chat marche aujourd'hui, donc tout va bien, c'est formidable. La conférence de Pascal durera à peu près 45 minutes.
un peu plus, un peu moins. Et ensuite, on aura largement du temps pour voilà, discuter ensemble et approfondir voilà, ce que nous a présenté Pascal. Merci beaucoup, Pascal Lyonnais, d'être avec nous. Et voilà, le live est à vous. Entendu, bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, oui, donc je dirige une structure qui s'appelle Vent des Forêts, qui depuis, en fait, je la dirige depuis maintenant, depuis 2008. C'est un lieu de production artistique dans les critères des centres d'art, sauf que c'est un lieu aussi très marginal parce que, en fait, notre champ d'action, c'est la forêt. Voilà. Nous n'avons pas de bâtiment d'exposition proprement dit, de lieux fermés, voilà, mais sauf nos bureaux. Mais en fait, le travail de présentation des productions, des œuvres, c'est vraiment 5000 hectares de forêt. Donc c'est très, très grand. Euh, et tout ça est situé en département de la Meuse, sur en fait, la région Grand Est. Voilà. Alors, pour vous rendre compte, annuellement, on édite une carte. Là, vous avez un peu la carte des sentiers, hein, parce qu'en fait, ce site se visite en se promenant. Voilà, on traverse le paysage, la forêt, les champs, les creux de vallon, en choisissant un sentier. Donc, il y a 7 sentiers euh, qu'on voit de couleurs différentes sur la carte. Et le long de ces sentiers, forestiers principalement, il y a à peu près 130 œuvres. Donc c'est plutôt très dense, on va dire. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres, voilà, avec tout de même des vrais espaces entre chacune, c'est-à-dire des respirations. Voilà, c'est pas une course à la création et à l'œuvre. Il y a cet espace naturel qui est très très présent et qui constitue véritablement ben, un temps de respiration, hein, tout simplement. Alors, le diaporama, je vais pas expliquer le diaporama proprement dit, je vais vous redonner plutôt des données de contexte et des lignes de force du projet, ce qui fait qu'il est totalement atypique. Le diaporama viendra illustrer des points, principalement, j'ai mis l'accent sur les productions. Comment se passe l'accompagnement des artistes avant des forêts? Il y a quelque chose d'assez unique qui est toutes les modalités de production. Voilà. Comment elles s'orchestrent, quelle typologie d'artistes, voilà, le champ des invitations. C'est ça que je vais principalement vous présenter dans le diaporama. Après, sur le contexte et la situation géographique, je tiens à dire également qu'en fait, donc 5000 hectares de forêt, c'est très, très spacieux. Il y a 45 kilomètres de sentiers, proprement dit, répartis en 7 boucles. Une toute petite boucle, il fait 3 kilomètres, et le reste, on est même sur des promenades d'une journée. Hein, donc, un centre d'art, un lieu artistique qui se visite, il faut prendre le temps. L'autre point très important, c'est que nous ne sommes pas propriétaires du foncier. C'est-à-dire en fait que les lieux que nous parcourons, la forêt principalement, appartient soit au village, soit à l'Office national des forêts, donc à l'État, et certaines parties sont également privées. Donc ça veut dire que le point important, ce n'est pas un parc et ce n'est pas un musée, dans le sens où c'est d'accès totalement libre. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de barrière, il y a rien, tout est gratuit. On peut y accéder très facilement, même en période Covid. Je dirais que c'était très simple. Il n'y a pas de difficulté en soi. Euh, Par contre, il y a, entre guillemets, d'autres acteurs qui viennent et qui ont un usage du site. Donc, par exemple, enfin, je dirais que la forêt est exploitée et source de revenus pour les villages, c'est 60, 70, 80 habitants, vraiment sur des petits formats. C'est une ruralité où les villages sont distants de 8 à 10 kilomètres, très très espacés. Et donc en fait, le foncier ne nous appartient pas. Des acteurs autres
que l'association des forêts travaille sur ce site forestier. Donc ça peut être tout simplement les agents forestiers, l'ONF, des agents privés également, pour l'exploitation forestière, qui créent vraiment une microéconomie quant à la coupe des arbres et la vente des arbres. Voilà, c'est la logique. Également les chasseurs. Voilà, c'est un territoire qui est, comme beaucoup de territoires ruraux en France, où la chasse est présente. Voilà, des petites chasses. Mais je dirais à partir du mois d'octobre jusqu'au mois mi-octobre jusqu'à fin février, certaines parcelles sont chassées. Voilà. Donc ça veut dire aussi, il y a également dans les autres pratiques, il y a bien sûr la pratique du bois de chauffage. Les habitants utilisent la forêt, enfin ont usage de la forêt pour tout ce qui est coupe de bois, principalement pour le chauffage. Voilà. Avec autorisation bien sûr des mairies, tout ça est très 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 régi, et de l'Office national des forêts. Donc tout ça pour vous préciser que en fait c'est un domaine partagé. Voilà, et ce qui en fait également la richesse, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu qui est hors du monde, c'est un lieu qui est vraiment vraiment dans des problématiques très contemporaines liées à la chasse par exemple, hein, où ça peut entraîner des débats, des discussions, enfin voilà, il y a des conséquences assez importantes aujourd'hui. Par exemple, il se trouve que vous voyez cette région, et du moins ce site forestier, est très très giboyeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du sanglier, du cerf, du chevreuil, des renards, et des sangliers. Donc, mais les populations, par exemple, de sangliers, de chevreuils et de cerfs, qui sont en constante croissance. Voilà. Donc, évidemment, ceci peut poser des problèmes quant à la régénération du site paysager ou tout simplement de la forêt. Parce que les animaux vont en surpopulation, vont manger les pousses d'arbres tout simplement et ne plus permettre la croissance des arbres. Bon, tout ça, c'est des petits points de détail, mais en fait, qui vous permettent de comprendre que notre contexte, la situation géographique, contexte humain, contexte culturel, contexte paysager, de ressources également, en fait, c'est notre salle d'exposition, pour prendre des terminologies, c'est-à-dire que c'est vraiment notre lieu, le lieu où nous exposons. Voilà. Alors bien sûr, montrer des œuvres dans ce contexte, alors c'est depuis 23 ans, hein, Vent des Forêts existe depuis 23 ans, ça veut dire une attention assez fine par rapport à des questions, par exemple, hein, des plans d'exploitation forestière, des événements qui peuvent être des liés aux arbres, hein, par exemple un petit animal qui vient se loger entre l'écorce, sous l'écorce de l'arbre, les épicéas par exemple, et donc tous les forêts d'épicéas en ce moment sont malades et précipitamment, je dirais que en très très peu de temps, en 3 mois de temps, vous avez les forêts qui sont voilà, pour des raisons dues à des maladies proprement dit. Voilà, c'est également le frêne. La forêt aujourd'hui est en danger, vraiment, il faut demander aux spécialistes. Mais en tout cas, est très impactée et vit des transformations qui peuvent être. Alors, l'INRA, alors, vous voyez, tout ça, je vous dis ça, c'est aussi nos collaborations, c'est-à-dire que l'ONF, l'INRA, Agritech, voilà, des gens avec qui on est en dialogue pour mieux comprendre les problématiques liées au changement du climat, tout simplement. Hein, voilà, parce que la forêt souffre. Voilà. Et donc, ça veut dire que les œuvres ont une place dans ces contextes, dans ces paysages. Alors, on va peut-être pas. Mais excuse, voilà, hop. Donc, voilà, ça, c'est une œuvre d'un artiste originaire de Palestine. Une autre pièce de Stephen Rink. Là, c'est une pièce en cours dans un atelier de fabrication de thermolacage. Bon, donc,
En fait, les artistes sont invités, c'est-à-dire qu'en fait, mon rôle en tant que directeur artistique des artistes, donc il n'y a pas d'appel à projet ou d'appel à résidence. Les artistes sont vraiment désignés, enfin voilà, choisis, invités plutôt, et à partir de là, une aventure commence. Ils sont invités sans projet, c'est assez capital, c'est très important parce que justement, pour revenir à cette question de contexte, euh, c'est très très particulier que de créer dans des cahiers des charges vivants, hein, paysagers, et tout le monde n'a pas forcément l'habitude. Donc c'est vraiment, il faut un temps d'immersion déjà, un temps de découverte, euh, et donc ça veut dire que l'artiste ou les artistes en fait passent une journée, 2 jours, 3 jours sur le territoire avec nous. On part à sa découverte, on va découvrir des lieux ressources. Donc, ça peut être des carrières, des gisements de glaise, enfin voilà, on va dire tout un patrimoine naturel qui peut être utile à un moment donné dans la fabrication d'une œuvre, et surtout le patrimoine humain, c'est-à-dire que les savoirs. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est la visite de Mengzi d'un artiste, donc avec le chaudronnier, voilà, où il commence à expliquer la maquette, le processus, voilà. Là, une autre pièce avec également le même chaudronnier en local, voilà, et Jean-Baptiste Janisset, voilà. Là, on a un processus avec un lycée technique, pour des processus de réalisation d'ex-voto en fonderie. Donc en fait, ce qui est important en fait pour ce type de lieu, de notre côté, c'est d'accompagner des productions. Et pour accompagner des productions, il faut avoir une connaissance très fine des savoirs, des artisans, des entreprises. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas, vous voyez, on travaille autant avec une fromagerie qu'un lycée technique, un lycée agricole, euh, euh, un tourneur sur bois, un maître verrier. Voilà. Donc ça veut dire aussi être parce que tous les projets en fait que l'on va être amené à porter peuvent impliquer ce type de savoir, ces collaborations. Les artistes, alors je reviens, les artistes sont invités parce que principalement, je les choisis parce qu'ils sont en logique de recherche, c'est des artistes que je considère comme des chercheurs en fait, voilà, en capacité vraiment de se réinventer et d'ausculter le territoire, d'essayer de comprendre avec modestie, de le regarder. Vraiment, il y a de faire de prendre le temps d'une aventure avec ce contexte et les gens qui l'enrichissent. Et donc, en fait, ça peut être des artistes qui viennent de toute génération, de toute également, on va dire, typologie de formation, toute nationalité. Voilà, donc le lieu est très, très accueillant. Il y a à peu près une dizaine d'artistes qui viennent annuellement, par an. Les processus de création des œuvres sont souvent longs. Là, on a une pièce, alors je vous la présente parce que c'est une pièce nouvelle qui a été faite par Antoine Libert et, des détenus, en fait, des prisonniers d'un centre de détention à proximité, où on a travaillé avec eux sur les ex-voto. Voilà. Et donc, c'était un travail qui était lié aussi à une forme d'atelier au sein du centre de détention et qui a donné lieu à une pièce, un ensemble de messages d'ex-voto très personnels et qui sont fixés sur un chêne. Voilà. Alors ce chêne, bien sûr, pour revenir à la question du paysage et du contexte, n'est pas choisi par hasard. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un chêne qui, en fin de vie, il va être désigné, choisi, repéré avec les agents forestiers. Voilà. Ce qu'on appelle un arbre bio, en fait. Hein. Ponctuellement, en forêt, vous avez des arbres qui sont conservés,
qui peuvent être dangereux, donc on va les couper un petit peu parce qu'ils peuvent tomber, mais qui sont après on va dire des vraies niches écologiques parce qu'en pourrissant, tout simplement, ça crée des nids, des endroits où vous avez toute une série de richesses, on va dire, animales et végétales aussi, parce que les champignons aussi voilà, viennent. Et donc voilà, ça c'est une pièce récente avec Antoine Libert, mais qui a donné lieu à un atelier de fonte et puis d'aluminium. Antoine au travail, voilà, ça c'est plus ici en local. Alors à chaque fois, nous on n'a pas de lieu dédié, c'est-à-dire que pour travailler, l'association ne possède pas, et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, d'atelier proprement dit. En fait, les artistes vont travailler en direct chez un artisan, dans une grange, une ferme. Vous voyez, on va avec les bénévoles, avec les habitants, tout simplement, ou les artisans qui participent au processus, réfléchir quel serait le lieu idéal de production. Alors, généralement, la production, ce sont plusieurs productions. Hein. Ce sont des temps, parce qu'un artiste va travailler le verre, va travailler le métal, va travailler, voilà. Donc, il y a plusieurs process. Et à chaque fois, on se pose la question du lieu idéal. Voilà. Ça, c'est quelques photos. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Non, on continue, hein, je suppose. Voilà, là, vous avez d'autres œuvres. Une œuvre de Liu Boling, monumentale, l'installation de la pièce. Alors, c'est des chantiers assez colossales. Hein. Enfin, ça prend vraiment au remue des montagnes, je dirais. C'est très conséquent. Là, c'est une pièce qui, dans un des villages Vendée-Forêt, à Pierrefitte-sur-Aire, vous avez une fresque. Voilà. C'est un projet qui a été porté par la Fondation de France et les projets nouveaux commanditaires. Voilà. Le programme des nouveaux commanditaires. Je pense que David a dû en parler hier. Voilà, voilà. Donc ça se fait avec méthodologiquement, souvent alors, nous avons connaissance sur le territoire besoins ou de demandes d'art, tout simplement, qui sont formulées. Et alors avec la Fondation de France, ou même nous, notre méthodologie à Vendée-Forêt est d'être très attentif à ces demandes, à ces souhaits, et de réfléchir à comment on peut les accompagner en interface, en réfléchissant à quel artiste, quelle réponse artistique, voilà, dans le respect de la demande qui se bâtit. Voilà. Donc ça, c'est le moment de l'inauguration. Je montre quelques pièces qui sont... Donc, il y a des œuvres aussi qui peuvent voir le jour dans les villages. Hein. Même si on va privilégier la forêt, parce qu'en fait aussi, il y a cet enjeu immersif, c'est-à-dire de proposer au public une promenade, c'est-à-dire une aventure. Il y a quelque chose comme ça qui opère d'une volonté comment dire, que le public vive un temps d'émerveillement face à la nature et puis aux œuvres, ou du moins de questionnement, mais là, c'est capital. Hein, c'est ce temps-là de la marche qui n'est... tout le monde n'en a pas l'habitude. Donc là, il y a... je dirais que cette Vendée-Forêt permet cela, à la fois 3 km, 15 km, mais ça veut dire aussi pour le public se poser les bonnes questions, c'est-à-dire ça se prépare. On ne vient pas, on peut venir à l'improviste, mais je dirais qu'on se pose la question du public. C'est une aventure de famille, vous voyez, c'est comme un voyage, ça se prépare un petit peu, on regarde la météo avant, on va regarder la carte, parce qu'il y a une carte du coup de Vendée-Forêt, tout est balisé, tout est, voilà. Pas modestement, je dirais, c'est aussi ça, s'il y a un juste équilibre, faire en sorte que le paysage ou les sentiers ne soient pas caviardés par trop de signalétique ou trop d'informations. Voilà, il y a une juste mesure à avoir, et dans le respect
cette donner à voir, je dirais, quelque chose qui, qui reste de l'ordre de la nature, tout simplement. Bon, c'est une œuvre de Christophe Doucet. Donc Christophe a travaillé dans une grange, tout simplement. Voilà. Donc, avec les agriculteurs, l'artiste, tout le monde pose. Voilà. Ça, c'est un moment là. Là, c'est un projet avec Eric Nussbiker. Alors, Eric Nussbiker s'est rapproprié une parcelle entière. Parce que d'un seul coup, il y a une tourelle d'observation. On vient observer la forêt, on vient l'écouter. Quitte à, lui, il joue de la musique aussi, vous voyez, sur cette plateforme. Voilà, c'est possible. Alors, il reprend bien sûr les aussi, on va dire, euh, de guets, hein, tout simplement, qui peuvent être utiles aux chasseurs. Bon, mais détourné, bien entendu, par l'installation de la pièce. Alors, tout ça, c'est dans des lieux qui sont généralement peu accessibles. Il faut vraiment voir ça. C'est-à-dire que même si la forêt est gérée, c'est-à-dire qu'il y a toujours des passages secrets partout, hein, voilà, parce que les parcelles, c'est très, on va dire, très normé. Mais quand même, les emplacements, généralement, sont assez complexes. En termes d'installation, les choses sont jamais très simples. Et donc, Eric Nussbiker a fait, en fait, sur cette parcelle, 3 typologies d'œuvres. Donc une tourelle, toute une série de nichoirs, plus d'une trentaine de nichoirs en céramique, voilà, qui reprennent l'esthétique du crâne. Et puis également des éléments sonores. Voilà, 3 éléments sonores qui viennent, que l'on peut lancer, balancer, et surtout qui permet l'écoute. Voilà. Alors c'était un bonheur de travailler avec Eric Nussbiker aussi parce que c'était une attention portée au contexte, à la forêt, et comme ça créer un parcours, on va dire, qui crée de l'écoute et on va dire également qui donne à voir, quoi. On apprend à voir. Autre œuvre. Alors, il y a 130 pièces. Je ne vais pas vous montrer les 130 pièces, hein, mais ça parle de dynamique. Là, c'est une œuvre qui est composée euh, de pièces en laine, teintées. Voilà, le bleu, en fait, c'est de la laine, hein. Il y a de la laine teintée en jaune, en bleu. De pièces en bois tourné également. Voilà. Là, c'est l'installation de l'œuvre avec l'artiste, avec Amandine Arceli. Des pigments naturels, voilà, c'est l'armature, enfin, le support initial. Voilà. Une œuvre de David de Charneur, voilà, en fait, qui s'appelle Nature morte, parce que les gens viennent déposer. Déposer ils ont collecté quelque chose, un ossement, une pierre, on vient déposer sur cette table. Voilà. C'est assez magique, parce que le public répond présent, tout simplement, sur ce protocole tout simple, mais qui fonctionne très bien. Voilà, l'installation de la pièce. Alors, oui, imaginez, hein, en forêt, il n'y a pas d'électricité, hein. Voilà, donc c'est toujours des logiques un peu complexes, mais bon. Voilà, donc un Manitou. Voilà. Alors, un autre projet très très beau avec Maurice Chaudière, qui est plutôt un aventurier chercheur autour des questions d'apiculture, des questions de greffe également, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a inventé et qui a testé comme ça des formes de greffe sur des arbres très inédites. Voilà, Maurice Chaudière. Donc c'est pas c'est d'autres champs, de recherche. Là, c'est des pièces en céramique, ce sont des ruches en céramique. Voilà. Donc, ont été produites avec une tuilerie traditionnelle à proximité. Ouais, donc, c'est des fours à bois gigantesques. Voilà. Les pièces ont été tournées. Maurice Chaudière, chez lui, voilà, pour qu'il valide, on va dire, le prototype qu'on était en train de faire. Donc, ça, c'est en Ardèche. Voilà. Une œuvre des Non Football Club,
Voilà, donc c'est qui reprend les codes. Alors oui, cette œuvre est installée dans un champ, donc chez un agriculteur. C'est sur son terrain. Donc vous voyez, enfin là, ça veut dire aussi euh, tout simplement présenter l'œuvre, présenter les artistes. C'est même pas présenter, c'est des rencontres. Hein, ça se fait très très simplement et naturellement. Euh, Parce qu'il y a une grande porosité dans ce projet qui est multi-partagé, en sachant que tous les artistes sont logés chez l'habitant. C'est capital, hein, c'est vraiment, il y a cette rencontre, cette fusion euh, entre les créations et le territoire depuis l'origine. C'est une des forces et un des, comment dire, un des miracles de ce projet, d'ailleurs, je trouve encore, c'est qu'il est né du territoire. Voilà. Quand j'insistais au début, je vous expliquais que c'était pas un parc ni un musée, c'est très important parce qu'en fait, il n'y a pas de distance. Vous voyez, il y a le fait que les chasseurs aussi fassent partie de l'aventure, le fait que tout le contexte de la ruralité est présent, rien n'est occulté. Donc, le contexte avec toutes ces problématiques et difficultés, hein, voilà. Mais je dirais que c'est le public qui est amené à venir à comment dire, une vision d'un état des lieux, on va dire, du monde d'aujourd'hui en ruralité. Voilà. On n'est pas hors du monde, hein, c'est pas, mais vraiment, enfin, je dirais, on est en plein, très, très connecté euh, toutes les problématiques de l'époque. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les artistes nous accompagnent et pour on va dire, essayer de mieux les comprendre. Installation de l'œuvre. Voilà, ça, c'est les pièces sonores d'Eric Nussbiker que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Installation. Voilà, à côté, il y a un lycée technique qui fait des lagages, qui permet de monter les arbres. Donc, comme ça, comme c'est des arbres tesques, c'est du hêtre et du frêne. Euh, donc, on peut les en installer ces nichoirs très haut dans les arbres. Les tests, voilà. Ça, c'est au lycée Loritz à Nancy, pareil. Alors là, c'est un travail qu'un artiste indien. Euh, voilà, deux matières, des poutres de chêne et de la cire d'abeille. Alors, c'est magique parce que ça embaume. Voilà, il y a cette odeur au mois d'août, quand la chaleur est présente, et voilà, on sent vraiment la cire d'abeille. Voilà. L'installation de l'œuvre. C'est souvent voilà, des très gros chantiers. Hein. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui sont, puisque là, c'est l'école des Beaux-Arts de Paris, donc, d'artistes qui sont, On t'entend voilà. un Donc, peu. pardon? Non, je dis, on t'entendait un peu saccadé, Pascal, mais là, ça va mieux. Donc, je Ouais, savais mieux, pas si pardon, tu m'avais d'accord. posé une question. Non, pardon. Ok. Non, bah, Le- pas de souci, c'est la connexion. on a, Est-ce qu'on est dans les temps? Tout va bien? Tout va très bien. Oui. Apparemment, j'ai Alors, des commentaires ouais, du public qui sont bon. contents aussi. Tout va bien. Ah bah c'est bien, c'est bien. S'il y a des commentaires qui viennent, on va dire, ponctuer et des choses que j'évoque maintenant, bah, euh, bon, je te laisse gérer. Hein, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors là, une œuvre de Marina Voilà, pour te Engel donner en une petite- on partenariat a avec encore un bon quart d'heure si tu de quoi? Ouais. Voilà. veux. Je dis, tu as encore Une un bon œuvre quart d'heure si tu veux. un quart d'heure, d'accord, entendu. Voilà. Un travail avec Dorfivel, une pièce en acier corten, voilà, qui est enfin, qui est caché dans la forêt quasiment, voilà, qui est quasiment caché. L'installation de la pièce, voilà, ça donne un petit peu Alors bien sûr, comme on a tout un travail, alors c'est pas le propos de la conférence aujourd'hui, mais je dirais, euh, ce que je vous montre là, c'est enfin les œuvres proprement dit, alors c'est notre cœur de métier,
Mais bien sûr, il y a aussi des missions liées au lien avec les enseignants, les écoles. Voilà, il y a tout un travail autour de la pédagogie, autour de montage de projets spécifiques avec les écoles. Voilà, donc ça, on a un petit témoignage ici. Voilà, ça c'est la réalisation de l'œuvre de. Vous voyez, par exemple, l'atelier a lieu directement chez des tailleurs de pierre. L'artiste est ici et l'atelier, parce qu'en fait, nous, on n'a pas cette expertise. Hein, ce sont vraiment les artisans qui ont l'expertise de trouver. Alors, il y a des carrières en local, hein, des carrières de calcaire très réputées. Mais par contre, il faut vraiment trouver la bonne veine ou enfin, la qualité de pierre idoine par rapport au projet. Voilà, donc ça, on se repose beaucoup sur, sur les artisans, les gens qui ont le savoir. Hein. Une très belle pièce de Vincent Mauger que vous avez peut-être vue aussi parce que la circulé a été. Alors, ouais, c'est une pièce qui est intéressante parce qu'aussi, elle a été rééditée. Enfin, voilà, la galerie de Vincent Mauger a souhaité, pour un collecteur, je crois, tout simplement. Donc, la pièce a été présentée à la FIAC. Alors, pas celle-ci, hein, mais une autre. Voilà. En fait, ce que je dis aussi souvent, avant des forêts, il y a beaucoup de prototypes. Voilà, des œuvres qui sont prototypales et qui peut avoir une vie ailleurs. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça a été le cas pour cette œuvre de Vincent Mauger, une œuvre également de Jean-Luc Vernat. Voilà, c'est assez fréquent que le processus de création, la prise de risque ou l'accompagnement est fait ici et ça peut donner lieu à d'autres versions ailleurs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Parce que l'énergie, on va dire, il y a beaucoup d'énergie mise, je ne sais pas si c'est perceptible, mais dans l'accompagnement assez colossal des pièces. Voilà. Alors là, c'est une pièce, une tranchée en céramique, voilà, qui a donné lieu à une cuisson en plein air, comme ça, sur plus de 10 mètres de long. Vous voyez, donc ça veut dire créer une excavation, l'artiste. Et après, en fait, c'est Alexandra Gunfleet, une artiste hollandaise, qui fait beaucoup de performances aussi, et donc qui va sculpter avec son corps, dans un corps à corps, une bataille, la glaise. Voilà. Alors, une œuvre de Martin van den Ede, qui est une boule de détritus. Voilà. Alors, on peut se poser la question, une boule de détritus, oui, mais en forêt, non, alors c'est pas en forêt. Je reviens toujours à la question du contexte. Une œuvre comme celle-ci en forêt, ce serait une aberration. Enfin, à mon sens, c'est pas possible. Voilà. Par contre, il y a toujours des lieux dédiés. Enfin, quand le projet est arrivé, bien sûr, c'est à mon avis, se pose la question du lieu. Et donc, en fait, on a réfléchi dans toutes ces campagnes françaises, vous avez d'anciennes déchetteries de villages, hein, qui sont maintenant interdites, enfin, qui ont été interdites depuis longtemps, voilà, mais qui sont souvent des zones un peu, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. Voilà, c'est quasiment plus un espace public. Bon. Donc, c'est poser la question, vous voyez, de réhabiliter cette petite décharge publique avec nos partenaires, comités de communes. Voilà, donc remise en état, on va dire, du foncier, de l'espace. Et à partir de là, ça allait devenir le lieu dédié de la pièce. Voilà. Alors, comme ce lieu avait déjà une histoire liée aux déchets, parce que chaque habitant avait un souvenir d'avoir jeté le vélo de la grand-mère, la poussette, voilà, bon, à cet endroit. Ça a été très très simple. C'était partie de l'histoire du lieu, voilà. Pour ce signal, on va dire, cette œuvre assez forte et dont le message est, bon, voilà, est assez clair. Donc, vous voyez, voilà, donc la mise en place, le transport, voilà, ça c'est vraiment, ça c'est assez typique. C'est vraiment, voilà, convoi agricole, vous voyez, voilà, c'est parce que les agriculteurs nous aident surtout. Enfin, il y a de l'entraide. C'est formidable. Hein, tout est
C'est souvent très très lourd, mais je dirais facile, simple. Réalisation de la pièce, collecte d'éléments en déchetterie également chez les habitants. Voilà, ça c'est l'artiste Martin Van den Hede. Une autre pièce totalement différente en laine avec Yuxing Yushang. Voilà. Et là, on a un peu tous les gens qui ont participé, aider Yuxing dans la mise en place de la pièce euh, ou le processus on va dire, de faire tenir cette laine dans un petit grillage très fin. Enfin, voilà, tout le protocole de fabrication. Voilà. Alors, bien sûr, la laine, on s'est procuré la laine en local parce qu'il y a des bergers. Enfin, voilà. Ça, c'est la grange où l'installation a été faite. Ça, c'est une œuvre de Nicolas Floch, qui sont des ruchers. Voilà. Comme des bunkers. On n'est pas très très loin de Verdun, hein. C'est partie du Grand Est aussi, ou 14-18. Alors pas proprement dit avant des forêts, mais dans le périmètre un peu plus à l'est. Et donc c'était aussi comme ça à la fois de réfléchir à cette forteresse, on va dire, mais qui est une ruche. Voilà. Tout à fait autre travail. On a invité un artiste vétéran de la guerre du Golfe, un GI américain, Aaron Toole, dont le geste en fait plastique est de créer des bols, voilà, des cups plutôt. Donc les cups, c'est le partage, l'échange. Alors comme je reviens à ce contexte, on va dire lié à la guerre tout simplement. Et puis il y avait toute une période de commémoration. Donc Aaron Toole est venu en résidence ici. Et en collectant des images, des photos, des éléments auprès des habitants, a réalisé à nouveau toute une nouvelle série dans une ancienne petite saboterie qu'on lui a prêtée pour l'occasion. On avait aménagé tout son atelier. Et chaque projet, en fait, on va se poser la question, en sachant que les artistes peuvent. Alors, Aaron Toole est resté pendant plus d'un mois, mais par exemple, Myriam Meshuda était là hier pour travailler avec le verrier à Saint-Miel et pour des pièces en verre, mais elle vient une fois par mois, vous voyez, sur un jour ou 2 jours. Donc on est vraiment sur des résidences très adaptées au vu du projet, du calendrier de l'artiste, aussi des possibles. Marion Verboom aussi, dans ma connaissance, qui est un élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui a fait, alors qui a fait sa première pièce en rocaille. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un motif repris de Jacques Lajoux. Donc, il reprend un motif, je ne me trompe pas, rococo, voilà. Et pour ce faire, Marion est partie heureuse, hein, partie en stage rocaille. C'est-à-dire qu'on a fait, voilà, pour la pièce, ça arrive souvent aussi qu'on se dit, tiens, l'artiste souhaite se perfectionner sur tel point, apprendre telle méthodologie. Bon, l'interface avec les artisans est là pour ça, hein, mais pourquoi pas plus loin, ça peut être carrément une formation, un stage, voilà. Parce que sent que dans la poursuite du travail, ça va être générateur d'autres pièces ailleurs. Hein, ce qui a été le cas, ce qui est le cas, bien entendu. Voilà, donc l'installation de la pièce. Il peut y avoir, alors là, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple, ça c'est une œuvre sonore avec Junko, donc artiste, musicienne japonaise, qui a travaillé avec Tomati. On a édité d'ailleurs un vinyle. Et en fait, il s'agissait pour elle en fait, sa pratique musicale passe par le cri. Voilà, c'est quelqu'un qui peut faire des plages sorts très très longues en criant. Et donc, en fait, les compositions musicales sont faites justement de cette rencontre entre la toile de fond de la forêt et le cri de Junko. Voilà.
est toujours habité, hein. Si on est très attentif, on va entendre un chevreuil aboyer. Voilà, puis le cri, bien sûr, c'était le cri aussi enfin, de sa condition, on va dire. Enfin, c'est un très beau travail. Alors là, c'est les séances d'enregistrement avec Tomati. Voilà. Ça, c'est une séance d'enregistrement avant des forêts où il y a une carrière immense de chaux. Voilà. Alors après, c'est le cri collectif au moment de la restitution, le vinyle. Ah oui, on a mis également parce que je voulais vraiment parler de cette euh, interface entre les artistes, les savoirs, les artisans, voilà. Et donc on a, avant des forêts aussi, des petites maisons dans les bois qui ont été pensées, il y en a 3, avec Nathalie Crasset, donc vraiment un sublime projet autour de l'habitat, des cabanes, on va dire, très dessinées. Alors celle-ci, c'est la Noisette avec Nathalie Crasset, où les gens, en fait, il était vraiment important à comment on vient vivre la forêt différemment, expérimenter par une nuit, en séjournant, voilà, pour pas. C'est le cas en fait, hein, voilà. Donc les gens peuvent passer une nuit dans ces petites maisons au cœur de la forêt, euh, en direct avec bien sûr les sons. Voilà. Et en fait, tous les objets présents dans ces maisons sylvestres, la noisette et le nichoir, tous les objets présents, donc ça va des couvertures, des objets en bois, ont été dessinés par Nathalie Crasset, réalisés en local. Donc, par exemple, les couvertures par les Carmélites à Verdun, le tourneur sur bois, le menuisier, voilà. Tout le monde a participé. Donc, nous avons aussi une logique d'édition, en fait, d'édition d'objets. Voilà. Alors là, c'est le nichoir. Et là, on voit voilà, l'intérieur du nichoir avec le petit four à pain, l'aménagement. Voilà, ça vous donne quelques pistes. Alors, il y a plein d'éléments que j'ai dû oublier, mais vous dire tout de même que Forêt, donc c'est une équipe de 7 salariés, voilà, accompagnée annuellement aussi par beaucoup de jeunes qui sont en mission de service civique. Là, par exemple, 7 salariés, j'ai à mes côtés, on a quatre jeunes du territoire qui viennent nous accompagner sur des missions photo, missions vidéo, euh, rédactionnelles. Il se trouve qu'on vient de racheter un café de village, donc il y a aussi du travail sur voilà, sur cette nouvelle aventure avec des nouveaux locaux qui est en préparation. Voilà, donc c'est une équipe qui est plus des stagiaires régulièrement, qui est sans cesse renforcée. Nous bénéficions bien sûr de subventions publiques, voilà, du ministère de la Culture, de la région Grand Est, département de la Meuse et la communauté de communes. Les choses peuvent fonctionner. J'ai un budget de production annuel qui n'est pas énorme. Voilà, tout ce que vous venez de voir, en fait, les œuvres sont. Le coût moyen de production d'une œuvre, c'est entre 3 000 et 12 000 euros. Voilà, c'est notre budget moyen. Et l'enveloppe pour réaliser les œuvres, c'est à peu près un budget de 40 000 euros par an. Voilà. Donc ça reste très modeste en termes de budgétaire, mais avec, on va dire, cet élan et comment dire, c'est pas de l'entraide, c'est plus que ça, le fait que le projet participe du bien collectif, hein, du bien commun, on va dire. Et bien tout le monde, localement et bien au-delà, euh, vient, vient l'aider. Alors, bien sûr, chaque artisan qui participe, que ce soit, vous voyez, par exemple, la phase, là, c'est une œuvre qui n'est pas encore installée. Ça va être comme une petite une folie, en fait, un espace où on va pouvoir se lire, regarder le paysage, voilà. Donc un Meng Zizeng qui vient de faire cette pièce, elle était en thermolacage il y a encore pas longtemps.
elle n'est pas encore installée. Vous voyez, donc ça, c'est donc on a travaillé, c'est une nouvelle entreprise qui vient de s'installer, donc on travaille avec elle. Voilà. Donc on est très attentif aux nouvelles ressources, hein, ce monde changeant tellement vite. Il y a plein de choses qui s'inventent de toutes parts. Alors, les enjeux, oui, c'est peut-être évoquer tout ça. Donc, il y a bien sûr de forts enjeux d'accompagnement, on va dire, de la création d'aujourd'hui, ça c'est clair. De le faire partager, hein, au grand public. Hein, c'est un lieu qui est vraiment ouvert sur toute typologie de public. C'est passionnant de constater. Des enjeux liés aussi à une forme de loisir ou de tourisme. Donc voilà, ça crée vraiment et là on l'a constaté d'autant plus avec la période Covid, hein, depuis l'année dernière, c'est-à-dire que nous on a triplé notre fréquentation. Enfin, c'est des périodes où on n'a jamais eu autant de travail depuis plus d'un an en fait. Hein. C'est juste, voilà, on n'est pas en mode repos du tout, parce que la nature, parce que les œuvres, voilà, tout ça, médiatiquement, je dirais qu'il y a une très forte demande et attente par rapport à des lieux comme ça qui sont à la fois exigeants, mais très très faciles d'accès et des œuvres qui sont en capacité aussi de parler à tout le monde. Voilà en quelques mots. Peut-être laisser la parole de votre côté aux questions. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Je vais juste commencer par une courte question de ma part et puis après je passe aux questions du public parce qu'il y en a beaucoup. Moi, ce qui me frappe énormément en écoutant la présentation, c'est à quel point justement dans Le Vent des Forêts, la nature n'est pas du tout, comment dirais-je, conçue sur le modèle du refuge romantique, c'est-à-dire comme la figure opposée symétriquement à tout ce qu'on veut quitter de la ville et de comment dirais-je, du monde de la culture justement, et que comment dirais-je, juste c'est pas un lieu, comme tu l'as répété plusieurs fois, hors du monde. C'est pas un lieu dépeuplé d'humains et de pratiques humaines. Et c'est pas non plus un lieu, comment dirais-je, sans conflit, comme tu en l'as évoqué brièvement parfois. Je me demandais si, à l'aune, voilà, on va dire du fait que la question de la crise écologique, je pensais par exemple à la gestion, toutes les questions qui se posent actuellement autour de la sylviculture, autour de l'agriculture, etc. Si justement ça faisait que aujourd'hui il y avait de nouveaux enjeux qui se posaient pas comme tels quand tu as commencé à t'occuper du vent des forêts, qui maintenant ont pris plus de place, une plus grande ampleur, et comment comment dirais-je, ça se manifeste et ça se négocie avec tous les acteurs qui sont ultra engagés dans ce projet et dont tu as parlé abondamment. Je me demandais s'il y avait, voilà, des nouvelles questions qui se posaient et qui, avec du coup des nouvelles solutions à trouver, ou si, on va dire, l'implantation historique du projet faisait que finalement il n'y avait pas de, comment dirais-je, de conflits nouveaux qui émergeaient. Alors, en fait, c'est vrai que c'est important pour moi et ça en fait la richesse, le fait d'assumer pleinement la vie et la vie ici et maintenant. Voilà, un état des lieux, il y a la chasse, voilà. Vous voyez, c'est tout ça et je l'assume pleinement. Je suis pas moi-même chasseur, c'est pas la problématique. C'est simplement, c'est un état de fait. Et c'est souvent, tout ça est très complexe. Donc c'est aussi très important que nos typologies, enfin, cette structure redonne un petit peu de complexité sur des sujets
Voilà, les sujets ne sont pas Mhm. simples. Par exemple, vous voyez, combien de fois on dit ah ils ont coupé les arbres, c'est tout blanc. Enfin, voilà, mais c'est des situations complexes. Il y en a pas des débiles en face qui coupent les arbres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, les choses sont. En fait, et ce qui était très intéressant justement, c'est on partage la complexité. Voilà, on rend visible les Mhm. choses. Euh, et c'est très didactique, on explique, voilà. Euh, et après, bien sûr, euh, ici, des conflits, honnêtement, c'est un peu le miracle. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a des. Vous voyez, j'expliquais le fait qu'il y ait trop de gibier, enfin, tout ça, il y a des problèmes. Mais je dirais que. Et en plus, il y a de l'art. En plus, je dirais qu'il y a des promeneurs et on rajoute des couches. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, donc, ça vient perturber le gibier. Enfin, il y a plein de questions. En plus, on complexifie encore parce qu'on apporte du tourisme, des gens, des promeneurs. Bon. Euh, mais je dirais qu'après, évidemment, c'est-à-dire qu'on constate des reconversions d'agriculteurs, euh, de façon, des modes plus vertueux de culture. Il y a plein de choses qui s'inventent en ce moment. On le voit. Alors, ça reste un peu embryonnaire, mais quand même, moi, je le vois. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont. Euh, voilà, c'est évident que on est au cœur et on voit des transformations. Voilà. Et du moins, Mhm. ou des décisions qui relèvent du politique au sens de citoyenneté, au sens de se faire, c'est sûr. C'est pas statique, hein, c'est pas, et ça avance très très vite. Moi, je sais que, euh, ou ne serait-ce que des choses comme ça, ou par rapport, pour parler artistique, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, tout ce qui était, donc en 2008, céramique, vernaculaire, savoir-faire, quelque part, c'était pas assez, non, regardez ça un peu de haut, hein. Pas moi, enfin, au contraire, c'est un lieu où Mhm. la forêt permet de dialoguer avec cette matière première bois, l'érable, le chêne, voilà. De se poser la question aussi des couches géologiques, est-ce qu'il y a de la glaise spécifique, voilà. Ça pose plein de questions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Mhm. les artistes il y a un revirement total, c'est-à-dire que se passionnent pour ces choses-là, se passionnent pour ces matières, pour ces savoirs, pour avancer avec. Et ça, voilà, c'est assez récent, en France du moins, pas en Suisse ni en Angleterre. Voilà, c'est des choses, voilà. Donc, toutes les scléroses propres à notre beau pays, nous les constatons au même titre que, voilà, on les observe, vous voyez. Et les Mhm. changements aussi de société, voilà, tout ça s'observe et c'est passionnant, c'est passionnant. Voilà, voilà. Autre question. Oui, il y en a plein d'autres. Alors, je vais en regrouper certaines parce qu'il y en a certaines qui sont un peu communes. Donc, une question de Cécile Armenaud qui demande s'il n'y a pas d'appel à projet, comment choisissez-vous les artistes que vous invitez? Et je vais la coupler avec une autre question de Nathalie qui demande si les habitants ou une association de citoyens sont impliqués dans le choix des artistes et aussi dans la création. Voilà, donc peut-être plutôt on va concentrer sur le choix des artistes parce qu'après il y a beaucoup d'autres questions sur Alors, l'implication des différents acteurs que tu as évoqués dans la création, donc peut-être sur le choix des artistes, comment tu les choisis et est-ce que les habitants sont impliqués. Voilà. alors, je l'ai choisi. Enfin, je vais répondre. J'ai occulté, j'ai pas tout dit, parce que c'est en 45 minutes, on peut pas tout dire. Je précise que c'est une association qui est mature, qui existe depuis 23 ans. Donc, qui a vécu d'autres typologies de direction artistique ou de direction, hein. Moi, quand j'ai pris les rênes de l'association, j'ai fait un dossier, j'ai postulé, voilà, et j'ai fait un projet, méthodologique, projet. Donc, si vous voulez, c'est une association, elle évolue parce elle apprend de ses erreurs, elle apprend en phase avec la société aussi de comment elle grandit, comment des choix à une période ne sont plus les choix du lendemain, voilà. Parce que la société avance aussi, là, et le réseau associatif est fait pour avancer avec la société.
Et d'ailleurs, avant d'être centre d'art, je considère que, enfin, pour moi, nous sommes une association. C'est-à-dire que nous sommes pas, nous sommes faits pour penser les choses et être en mouvement avec la société, avant d'être un centre d'art. Voilà. Le statut associatif me semble assez capital. Et donc, pour répondre à la question, en fait, avant, il y avait un appel à projet. Voilà. Et puis, il y avait, et puis on choisissait, et puis voilà. Mais à un moment donné, on envoie les limites, tout simplement, si vous voulez. Quand je suis arrivé, ça prenait l'eau, quoi, un peu de toutes parts. Vous voyez, l'association, bon, pour en parler, parce que c'est des projets ruraux, même si c'est un centre d'art, voilà. Mais avant d'être centre d'art, c'était un projet rural associatif qui est né, qui est né des habitants. Et donc, bah, à un moment donné, c'est un projet qui a été, voilà, où il y a eu on va dire, quelques frottements parce que, bah, on était déçus par les pièces, parce que les artistes répondaient à des appels à projets, mais grosso modo, on était un peu dans du corporatisme. Voilà, enfin, faut se regarder aussi, hein, voilà. Et parce qu'on avait toujours les mêmes réponses, voilà, enfin, c'est assez caricatural, hein, les réponses d'appels à projets parfois. Voilà. Donc on voyait que ça n'était pas là, ça n'était plus la route, quoi. Ça manquait de corps, ça manquait de force. Voilà. Alors, tout ça est peut-être à prendre avec plus de mesure ou de, voilà, je suis peut-être un petit peu radical. Voilà. Mais en tout cas, ma proposition en arrivant, au vu de ce que l'association avait vécu, et elle n'avait pas forcément les réponses claires, voilà, mais elle s'apercevait qu'à un moment donné, elle était dans l'impasse avec les appels à projets. Elle était dans une impasse parce qu'on avait des projets un peu moyens, un peu jeunes, voilà, qui, grosso modo aussi, quand je dis par exemple qu'il est important que les artistes viennent sans projet, c'est pas pour rien. Parce que quand vous avez un appel à projet, grosso modo, vous êtes, euh, voilà, on n'est pas omniscient, c'est complexe, et donc c'est rare qu'on tombe juste, très très rare qu'on tombe juste à distance, si vous voulez. Voilà. Et donc, moi, j'y crois de moins en moins, si vous voulez, de penser à distance une belle lettre et un projet, une maquette. Non. En tout cas, moi, j'en veux pas. Ce territoire mérite mieux, mérite du point de croix, de construire différemment, du sur-mesure. Voilà, c'est ce que l'on fait. Et ce sur-mesure, en fait, c'est la force du lieu, tout simplement. Et l'appel à projet ne permet pas ça. Voilà. Parce qu'en plus, vous avez des béquilles, qui peut être la thématique. Rien de pire, si vous voulez. Quand je suis arrivé, il y avait des thématiques. Voyager, camper, enfin n'importe quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est des béquilles de communication qui servent personne. Le vrai contexte, c'est la forêt. Quel beau sujet. Voilà, pourquoi en réinventer d'autres? Vous voyez? Voilà. Quand je dis connaître son contexte, c'est la chose primordiale. Voilà. Ce contexte-là n'est pas le même que 20 km plus loin. Voilà, regardons nos contextes historiques, sociologiques, paysagers. Voilà, apprenons à les regarder. Ils ont à nous enseigner des choses pour penser l'avenir. Voilà. Et donc, en fait, quand un artiste vient, voilà, on lui fait partager tout ça parce qu'il va rencontrer, on va manger ensemble, il va rencontrer des bénévoles. Voilà, il va être logé chez un habitant, une habitante. Voilà. Et puis plein de choses vont se passer sans moi parce qu'il va être en lien avec les gens. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Et de cela va pouvoir naître sa recherche. Donc on ne va pas être dans quelque chose d'ex nihilo ou un prétexte ou parce que j'ai besoin de sous, parce que voilà. Vous voyez, c'est pour des bonnes raisons. On vient pour des bonnes raisons. Alors comment je l'ai choisi? Ben, j'estime que c'est un métier. Ça s'appelle la direction artistique. Voilà, ça s'apprend, ça se cultive, ça se travaille. Et donc ça veut dire être ouvert à des horizons multiples de création, à des aventures, surtout que ce contexte, on va dire, permet aussi d'être aventureux. Voilà, tout simplement. J'ai un petit peu répondu, mais pour vous dire que là, voilà, la situation est passée par. Donc, c'était une bourse aux artistes, grosso modo. On recevait un appel à projet, il y avait une candidature, une thématique, voilà.
j'ai pas assisté. Moi, pour moi, c'est pas mon métier. Pour moi, c'est pas possible. Si vous voulez, jamais non, je fonctionne pas comme ça. Et donc, ça veut dire, à partir de là, en effet, les habitants étaient amenés à voter sur telle chose, voilà. Après, du collaboratif, il se passe ailleurs. L'échange, il se passe ailleurs, dans le partage. Quand Jean-Marie Apriou vient, enfin, il vient, voilà, les artistes reviennent tout le temps, si vous voulez aussi, parce qu'il y a du lien avec la famille. Question suivante. Alors, une question qui, du coup, fait la transition avec ta dernière phrase. Une question de Véronique Routin. Comment les acteurs locaux, artisans, agriculteurs et espaces, je ne sais pas si, sont-ils associés? Se déclarent-ils ou est-ce que vous les identifiez? Quel est l'intérêt pour eux? Comment se fait le partage? Y a-t-il de l'argent en jeu et quel est le budget associé? Je comprends les questions, mais c'est pas qu'on n'aborde pas ça comme ça ici. Du tout, du tout. C'est immédiat, c'est simple, il n'y a pas de distance. Il n'y a aucune distance. On connaît tout le monde. Si vous voulez, sur un périmètre de 50 km, voilà. C'est pas parce que on est dans les commissions, ou je sais pas, mais on est partout. Enfin, j'en ai partout où on travaille parce que Mhm, on est informé, on est curieux. Donc on a une nouvelle entreprise qui va se créer à tel endroit. Enfin, puis on lit le journal. Enfin, vous voyez. Donc c'est après Vendée-Forêt est un lieu de loisirs, un lieu qu'on parcourt. Donc tout le monde le connaît. Tout le monde est mhm, soit parce que d'un seul coup il y a eu un atelier dans une école. Enfin, on est sans cesse proactif et donc on offre quelque chose sur un plateau qui est un truc unique. Donc tout le monde identifie ce que c'est ici. Donc quand je passe un coup de mhm, téléphone pour une entreprise que je connais pas, c'est un sésame. Et un artiste vient, qui vient, il le voit tout de suite, ça. C'était d'un seul coup, on passe une journée, euh, il arrive, il parle le TGV de Paris, ok, mais c'est révolutionnaire. Je dirais que c'est une journée, c'est un truc de dingue. On a vu une quinzaine de personnes avec des sourires comme ça. Enfin, c'est très très simple. Il n'y a pas de distance. Par contre, après, c'est beaucoup de méthodologie, beaucoup de suivi, beaucoup de rigueur. Voilà, enfin, c'est professionnel sur plein plein de choses. Et les artisans sont payés. Voilà, les artisans mhm. sont payés. Voilà, enfin, il y a des notes, des budgets pour ça. Voilà, c'est normal pour le travail. Je pense que c'est une manière de travailler qui est pas, comment dirais-je, si commune, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de questions sur, comment dirais-je, sur les détails du processus, parce que peut-être que quand on n'a pas l'habitude, il y a un peu d'incrédulité, ou en tout cas ou de Non, non, mais curiosité, même pour savoir plus en détail, voilà, chose. ces questions sont ces questions minuscules, ces questions sont très classiques. J'avais une journaliste hier enfin Mhm, bon, je ne vais pas citer le journal. C'est classique. Ce sont les questions récurrentes. C'est pour ça que je souris. Ce sont les questions récurrentes. Ah, mais comment vous faites? Comment vous rencontrez les gens? Enfin, les questions ne se posent pas en ces termes. C'est immédiat. Parce mhm, qu'on connaît toutes les familles, parce que voilà, parce il y a une maison qui vient d'être achetée, on le sait. Voilà. Mais ça veut dire aussi que tout se fait avec beaucoup de courtoisie, de discrétion, vous voyez, c'est pas, euh, voilà, l'information mhm, circule, on est informé et on va à l'information aussi. Voilà. Et c'est vraiment très très simple. Et puis les bénévoles enfin les familles d'accueil, les gens qui reçoivent chez eux, ça peut être un agriculteur, un garagiste, une infirmière, enfin voilà, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça dure depuis 23 ans, donc je peux vous dire qu'il y mhm. a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire. Hein, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel de la mémoire. De toute façon, on est sur des territoires, moi je trouve extrêmement généreux. Hein. Moi je suis, voilà, il y a des valeurs, il y a de la générosité, il y a du partage. C'est clair. Le plaisir de recevoir aussi. Mhm, mhm. Oui, et puis la différence aussi, c'est que l'association est née aussi d'un désir des habitants aussi sur place, si j'ai bien compris. Donc ça change tout. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été Oui. téléporté depuis je ne sais où. Voilà. Donc ça aussi, ça change.
Alors, une question de Nathalie qui demande, comme présenté dans l'introduction sur la chaire, est-ce qu'ici la forêt n'est pas seulement considérée comme un décor? Où trouve-t-on la relation avec le vivant non humain? Je sais pas quoi répondre à ça. Il faut venir. Enfin, je sais pas. Je suis un peu démuni. C'est notre sujet au quotidien, donc je sais pas. Et puis cette forêt, elle est pas, elle vit, elle est exploitée, on coupe des arbres. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'y passent. Elle est pas sous cloche. Donc, puis vivant, on le tue, on le mange. Vous voyez, on cueille, on coupe, et, on malmène. Je veux dire, voilà, mais c'est l'époque. Hein, voilà, on n'est pas là. Voilà, c'est aussi bestial. Hein, ce rapport à la forêt. Enfin, on n'est pas en train de. Voilà, donc c'est complexe. Hein, mais moi, j'assume pleinement, au contraire, c'est de ne pas idéaliser les choses. Et donc, les œuvres bah, sont, vous voyez, vous avez vu l'œuvre de David Charner, par exemple, où on va créer une nature morte, on va collecter, donc on va prendre soigneusement quelque chose, un élément, et le poser. Euh, L'œuvre de Abdul Rahman Katalami, qui est originaire de Palestine, bah, reprend les motifs des polypores, qui sont, alors sauf que ces polypores sont plus des polypores, c'est des champignons qui viennent sur les arbres, ce que j'évoquais, les arbres bio, les arbres qui vont mourir. Et donc, sauf qu'Abdul a fait ses polypores en fil de fer barbelé, hein, en sachant qu'il est né dans le camp de Sabra Shatila. Ouais, donc, ouais, oui, toute cette interrelation entre le politique, le contexte. J'évoquais les arbres bio aussi, l'œuvre de, Mm. de Marion Verboom, elle est positionnée, enfin c'est volontaire, à côté d'un arbre qui est aussi beaucoup une sculpture. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est habité par les pivers, enfin voilà, qui est mort, mais du coup et c'est une chance qu'il soit à proximité d'un des sentiers et à proximité de l'œuvre, parce que ça crée paysage, ça crée sens, ça crée correspondance. Voilà. C'est d'un jeu de correspondance. Après, euh, moi je dirais que je ne cherche pas à tout prix de coller à des problématiques écologiques, des problématiques paysagères. Voilà. Par contre, c'est pas, je suis plutôt très attentif à l'inédit chez l'artiste. Vous voyez, c'est à ce qui va réveiller quand il peut y avoir une première feuille de route, une première conversation, puis on voit que d'un seul coup, ça s'envole ailleurs. Quoi. C'est ça qui est magique. Hein. Voilà, il faut se laisser surprendre, l'étonnement doit être présent. Et je ne donne pas de cahier des charges. Enfin, vous voyez, je n'ai pas une liste de choses à ne pas faire ou à faire. Par contre, il est important que l'artiste vienne et qu'il n'y ait pas d'appel à projet. Parce que c'est en venant, en découvrant et en pensant du sur-mesure que, pour le coup, on comprend le cahier des charges. Mhm. Voilà. Le cahier des charges, alors, et justement, c'est ce qui était totalement inopérant avant que je n'arrive. Voilà. Mhm. On avait des aberrations, on avait des policiers parce que les choses se passaient à distance. Mhm. À distance. Et donc, Mhm. il y a pas de, c'est un lieu où on peut avoir beaucoup de mauvaises idées. Hein. Voilà. Les mauvaises idées, elles fusent. Et on les voit dans les appels à projets, dans les réponses. Je suis assez radical Mhm. parce que c'est vrai. On ne le dit pas, mais voilà. Venir ausculter, regarder, rencontrer les gens. Mais c'est même pas rencontrer, partager, parce que vous êtes accueillis chez eux. Donc forcément, euh, bah, parfois aussi, du côté de l'artiste, bah, ça bouge des choses, quoi. Parce que on quitte son. Voilà, mais là, on est face au vrai, face au réel, face au quelqu'un qui, le matin, part parce qu'il est garagiste, il se lève à 6 heures du matin et il va travailler. Vous voyez. C'est la vie, la vraie vie. Et, euh, et ça, c'est magique parce que les gens, euh, le territoire apprend, mais les artistes apprennent aussi. Et alors peut-être une dernière question de... Ah, nouvelle question encore.
Une question de Cécile Armenaud aussi qui demande s'il y a des performances dans les œuvres que vous accueillez dans le parcours du Vent des Forêts ou est-ce que c'est, j'imagine que la question c'est est-ce qu'il y a que des œuvres pérennes Alors, ou est-ce il n'y a que aucune œuvre, voilà, aucune œuvre pérenne. Ouais, aucune œuvre n'est pérenne. d'accord. J'ai oublié de dire ça. Aucune Mhm, œuvre n'est pérenne. Ça rejoint l'idée du parc ou pas, justement. Aucune œuvre n'est pérenne. Donc, on peut en restaurer, on va en enlever, on en enlève tous les ans, on en restaure mhm, tous les ans avec l'accord de l'artiste. Voilà. Mais aucune œuvre n'est pérenne. Euh, d'accord. Justement, c'est une des forces aussi, justement. On n'est pas, c'est pas un parc de sculpture. Vous voyez, j'insiste vraiment. C'est très Mhm, conséquent juridique. Enfin, tout ça est très bien pensé et très conséquent. Alors, des performances en soi, euh, ça peut, c'est arrivé hein, avec Aurélie et Florentine par exemple, ou là on a un projet musical avec l'IRCAM par exemple, mais en fait, euh, ça reste marginal, pour être clair. mhm. Ça reste marginal. Ça reste Ça marginal reste- parce que, Parce en que ça, fait, il y a des attributs, comment dirais-je, intrinsèques à la performance qui font que c'est un médium qui se prête moins à l'usage des œuvres dans cette forêt. non, parce qu'on peut penser, enfin, tous en tête des performances magistrales et voilà. Donc, c'est possible. Mais je dirais Mm. que il y a je sais pas si je vais bien répondre à la question, mais euh, Mhm. on a, enfin, si vous voulez, il y a besoin de, de choses tangibles. Alors, je dis pas que la performance n'est pas tangible, mais ces territoires ruraux ont besoin de enfin, moi, de choses vraiment, vraiment tangibles. D'où la sculpture. Alors, ça peut être petit format, grand format, de la valeur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne dis pas que la performance n'implique pas du travail, hein, pas... mais d'autant plus que ça pose des vraies questions, même par rapport au spectacle vivant. Vous voyez, et l'événementiel. Aujourd'hui, je peux changer d'avis, hein, mais il y a très peu d'événementiel, par exemple, avant des Mhm. forêts. Parce que c'est volontaire, parce que je considère que euh, la vérité du projet, c'est la promenade, c'est la découverte par soi-même, c'est la responsabilité. C'est vraiment cette maïotique qui opère d'aller vers, de prendre le temps, de faire une performance de la marche. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est la performance du promeneur. Et, et là, quelqu'un qui n'a jamais marché, on va dire, parce que c'est anxiogène, la forêt, hein, ça pose plein de questions. Tout le monde n'est pas, on n'y va pas forcément facilement. C'est une belle idée qui est dans l'air du temps, mais faire le pas, y aller, c'est autre chose. Et moi, je dirais que la vraie performance, pour moi, elle est là. Elle est dans ce qui est donné à, à entreprendre du visiteur, du promeneur. Voilà. Et donc, je suis ouvert à des typologies de performance, mais ce n'est pas prioritaire. Mhm. Peut-être aussi que ça invite moins justement ce travail de collaboration avec tous ces acteurs dont vous parliez, les artisans, le fait qu'on soit impliqué vraiment dans un faire manuel aussi, qui voilà, qui est peut-être moins convoqué, en tout cas spontanément dans la performance et qui est très important pour générer aussi de l'engagement autour des œuvres créées. Et puis nous, on a vraiment, enfin, vous voyez, accompagner le processus des œuvres, c'est énormément de travail. Énormément de travail. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais voilà, c'est. Et donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire on a peu de gras, on manque de temps, en fait, si vous voulez. Euh, Mhm. donc, créer de l'événementiel, créer des temps de rendez-vous performatifs, on peut le faire, mais je dirais que aujourd'hui, l'énergie, et on s'aventure sur des projets quand même assez, en termes de production, de temps de travail, qui sont, voilà, peu de structures le font aujourd'hui.
Donc, du moins, c'était voilà. Et ces prises de risque-là, pour nous, aujourd'hui, sur le territoire, elle est, mais comme tu l'as évoqué, c'est-à-dire que le savoir-faire, le travail de la main, enfin, c'est tout ça qui, qui, qui est inhérent à Vendée Forêt et qu'on vient cristalliser et qu'il faut aujourd'hui, euh, on a notre part de responsabilité face à ça, c'est-à-dire il faut recréer de la valeur de tout ça. Vous voyez, il faut recréer ou du moins euh, euh, du goût ou du moins et on aide à cela. On aide à cela. Mhm. Parce que les choses se transforment, parce que enfin voilà, en tout cas, je pense qu'on est un aiguillon utile aussi euh, par rapport à ces logiques de territoire qui sont en pleine mutation et, et où le travail bien fait, le travail de la main, le travail du savoir, d'artisanat est important. Mhm. Bah, je pense que c'est une bonne manière de, comment dirais-je, clôturer cette conversation. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris Merci le à temps vous, merci. projet avec dans toute sa complexité de relations voilà, dont on a bien vu que, comment dirais-je, qu'elle méritait d'être comprise et aperçue de manière fine, justement, pour comprendre un peu la spécificité et la valeur de ce que porte le vent des forêts. Merci à tous les participants qui ont fait la Merci. conférence. Et donc, c'est la fin du cycle. Et donc, on se retrouvera probablement l'année prochaine. Voilà, les infos seront postées bien sûr par les Beaux-Arts de Paris. Merci beaucoup.